Salutations tête de naze et bienvenue dans ce nouveau numéro de One Pieceology grand format. Au menu aujourd'hui, l'intégralité de la saga de la guerre au sommet. Amazon Lily, Impel Down et bien évidemment Marineford. Autant vous dire qu'aujourd'hui on va bien manger. Et puisqu'on parle de bien manger, c'est l'heure de parler de notre sponsor du jour. HelloFresh. Toi aussi tu n'as pas le temps de cuisiner parce que tu passes tout ton temps devant les vidéos du chef otaku? Bah alors, pas forcément, parce qu'en fait, de base... Alors HelloFresh, c'est sans aucun doute l'alternative qu'il te faut. C'est vrai que ça a l'air intéressant parce que... Regarde ta tête de miséreux. On a tous remarqué que tu as perdu goût à la vie, que tu n'es plus motivé même pour faire tes courses, et après une dure journée de travail, t'as le temps de rien foutre, et encore moins de cuisiner pendant des heures. Avec HelloFresh, tu reçois les ingrédients et plusieurs idées de recettes rapides à faire, bonnes pour la santé, et surtout qui prennent souvent seulement une petite demi-heure à préparer. Et en ce moment, je vous propose une offre spéciale pour la rentrée. Un cadeau à chaque commande, et votre première commande pour moins de 3 € par portion. Ouais. Commande ta box HelloFresh, en passant par mon QR code ou mon lien en description. 2. Sélectionne le nombre de recettes et de personnes que tu souhaites. 3. Choisis le cadeau de ton choix parmi toute la sélection. Tu recevras un cadeau chaque semaine tant que tu maintiens ton abonnement HelloFresh et tu pourras même changer de cadeau si tu le souhaites. Chaque semaine, un large choix, dessert, petit-déj, apéro, goûter, charcuterie, fromage. Moi, j'ai choisi du speck. C'est bon. Offre valable en France jusqu'au 20 octobre 2025 pour les nouveaux clients et ceux ayant annulé leur abonnement depuis au moins un an. Moi par exemple, j'adore manger des toasties au poulet, et c'est justement une recette qu'il proposait, du coup je voulais tester. Et voilà, toasties de poulet tranché avec brie et confiture de figues. Ça a l'air bon. Putain, ça a l'air vraiment bon. Je peux goûter? Non. Oh, waouh. Par contre, tu pourras commander chez HelloFresh via le lien en description ou le QR code qui s'affiche à l'écran. Que la passion te guide. Oui. Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de One Pieceology, l'émission durant laquelle vous m'accompagnez dans ma relecture, ma redécouverte des arcs de One Piece. Et aujourd'hui pour ce 20e épisode, on s'attaque à l'arc Amazon Lily. Un arc qui s'étend du chapitre 514 au chapitre 524, soit à peine un peu plus d'un tome. Et oui, on commence cette année 2024 en douceur avec One Pieceology, un petit temps One Pieceology tranquillou, pour gagner des forces et se mettre en train avant d'attaquer les gros morceaux qui nous attendent après ce petit arc. Oui. Bon, et si jamais tu n'es pas au courant des événements qui se déroulent lors de l'arc Amazon Lily, je t'ai préparé un petit résumé des familles, comme d'habitude. Oui. Après leur cuisante défaite face à Kizaru et aux pacifistas sur l'archipel Sabaody, l'équipage du chapeau de paille a été séparé par Bartholomew Kuma. Luffy, après un vol plané de 2 jours, atterrit sur Amazon Lily, une île réservée aux femmes, habitée par les guerrières Kusha et commandée par Boa Hancock, dit l'impératrice pirate à la beauté sans pareille et qui est aussi un membre des 7 grands corsaires. Après différentes démêlées avec les autochtones, Luffy gagne la sympathie de Hancock et de son peuple, qui accepte de l'aider à retourner à Sabaody pour qu'il retrouve son équipage. Problème, il découvre que son frère Ace est prisonnier à Impel Down et il sera exécuté bientôt. De plus, Boa Hancock, en tant que grand corsaire, est convoqué pour participer à la bataille à venir face aux pirates de Barbe Blanche. Elle décide de profiter de l'occasion pour permettre à Luffy de s'infiltrer à Impel Down pour tenter de sauver son frère. En gros, c'est ça l'histoire et oui, tu l'auras remarqué, ce résumé est un petit peu court comparé à d'habitude. C'est normal, il s'agit là d'un tout petit arc et comme d'habitude avec One Piece, lorsqu'il y a un tout petit arc, il a tendance à diviser un petit peu les fans. Certains prétendent qu'il n'est pas foufou du tout et d'autres prétendent qu'il est clairement sous-coté. Et si tu regardes cette vidéo, c'est très certainement que tu as envie de connaître mon opinion sur la question. Mais avant de répondre à cette question, j'ai envie qu'on parle de ce que je trouve intéressant dans cet arc. Le premier point intéressant de ce tout petit arc, c'est bien évidemment le fait que pour la première fois depuis très longtemps dans One Piece, on suit Monkey D. Luffy dans une aventure en solo, sans navire et sans équipage. Et même s'il démontre qu'il est tout à fait capable de se débrouiller par lui-même, on sent bien qu'il a l'habitude de pas mal se reposer sur ses camarades. À un moment, il est mort de faim. Il appelle Sanji, en vain bien sûr. À un autre, il essaye de construire un radeau. Son radeau pue la merde et il se dit « Dommage que Franky ne soit pas là, il aurait réglé ça en 2 minutes ». Le fait de se retrouver tout seul, isolé, dans un endroit inconnu, à devoir survivre par lui-même dans une jungle hostile, lui évoque son enfance quand Garp l'abandonnait seul dans la jungle pour l'endurcir. Oda offre à Luffy un moment d'introspection
situation bienvenue. Il vient de connaître une cuisante défaite sur Sabaody et se retrouve séparé de la chose qui compte le plus pour lui, ses camarades. C'est l'occasion pour Luffy de revenir aux sources, de faire le bilan de tout ce qu'il a appris. C'est ce que montre tout au long de l'arc les moments où l'on voit Luffy évoquer ses aventures précédentes pour se sortir ou comprendre les différentes situations. Et c'est aussi l'occasion de réaffirmer qui est Luffy, c'est-à-dire un pirate au grand cœur dont la préoccupation principale et ses amis et combattre toute forme d'injustice. C'est d'ailleurs cette aversion pour la justice qui a conduit aux événements de Sabaody et à la raclée que lui et son équipage a pris. On pourrait penser que du coup, face aux injustices d'Amazon Lily, qui sont un peu moins graves que celles qu'il a vues à Sabaody, il allait fermer sa gueule. Mais non, Luffy reste Luffy et n'hésite pas à se dresser face à Boa Hancock et à toute forme d'injustice. Alors, était-ce nécessaire de faire un rappel sur ce trait de caractère de Luffy? Non, c'est acquis pour tout le monde depuis longtemps. En revanche, il y a un élément que je trouve très intéressant qui est illustré dans cet arc. Luffy semble être le seul être de l'arc et même de tout le manga à rester totalement insensible à la beauté de Boa Hancock. Homme ou femme, tout le monde tombe sous son charme. Mais Luffy, non. Il ne la calcule pas à tel point que son pouvoir de pétrification est totalement inefficace sur lui. Certains fans, notamment anglo-saxons, ont pris ce fait du manga comme une preuve que Luffy était un personnage aromantique. Bon, c'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait que ce soit l'intention première d'Oda. Il a très certainement avant tout voulu en faire un gag, et pour dire aussi que Luffy, à l'instar de Goku en son temps, était un personnage qui n'était pas intéressé par les galipettes et encore moins par les relations amoureuses. Lui, c'est ses potes, l'aventure, son grand rêve, et c'est tout. À mon avis, ça témoigne plus d'une forme de naïveté, d'innocence, de pureté, de candeur, plutôt que d'une réelle orientation. Et ensuite, ce n'est pas parce qu'il est insensible au charme de Boa Hancock qu'il est allergique, insensible au charme de tout le monde. Et qu'il ne ressentira jamais aucune forme d'attirance pour quelqu'un. Suffit de voir Goku, qui partage quand même un bon paquet de points communs avec Luffy. On ne l'a jamais vu réagir au nibar de Bulma et de tout autre perso qu'on voyait à poil. Et ça ne l'a pas empêché de se marier avec Chichi et d'avoir des enfants. Je pense que si on reste dans le délire de naïveté, d'innocence enfantine, Luffy ne sera intéressé sexuellement et romantiquement, ouais le mot n'existe pas mais je l'utilise quand même, que par une seule personne. Une personne qui lui correspondra. Alors certes, Oda a dit que les membres de l'équipage des chapeaux de paille ne seront jamais pris dans des histoires romantiques ou des romances ou tout ce que tu veux. Mais, pareil, encore une fois, prenons Dragon Ball, on peut pas vraiment dire qu'il y a des histoires d'amour dans Dragon Ball. En général, les romances, si elles existent, elles se font plutôt hors champ. Et quand on retrouve les personnages après des années, bah ils sont en couple, ils ont fait leur famille, tout ça. Et je pense que je vois pas pourquoi c'est pas impossible que One Piece prenne le même chemin à un moment donné. Ou pas, j'en sais rien. Et encore un autre point, le plus intéressant selon moi à ce propos, et qui va relever de la théorie, de l'interprétation, je veux dire encore plus, un peu plus que d'habitude, voilà. Je te l'explique tout de suite. Ce n'est pas que Luffy trouve Boa pas belle, mais que sa beauté ne le touche pas. Boa Hancock se sert de sa beauté d'une manière assez laide. Elle l'érige en privilège, qui lui donne un ascendant illégitime sur les autres. Et s'il y a un truc que déteste Luffy, c'est bien les privilèges illégitimes. Pour lui, tout le monde est logé à la même enseigne. Et si tu te caches derrière ta beauté pour être une connasse, Luffy, il verra que t'es une connasse avant de voir ta prétendue beauté. Ça montre aussi que Luffy est libre de toute forme d'emprise. Le pouvoir politique n'a pas de prise sur lui. L'argent n'a pas de prise sur lui non plus, et le sexe encore moins, ce qui fait de lui un personnage libre à tous les niveaux ou presque. Alors, comme je l'ai dit, tout ça, on le savait déjà plus ou moins, mais c'est toujours intéressant de le rappeler et de rajouter quelques petites précisions. Oui. Cet arc nous rappelle aussi la capacité qu'a Luffy de voir la bonté des gens et de se faire des amis. Même s'il entre en conflit avec Hancock et ses sœurs, il les aide à cacher leur marque d'esclaves dans le dos et fait preuve d'encore plus d'altruisme lorsque Boa lui soumet un dilemme. Sauver les guerrières pétrifiées pour l'avoir aidé, ou alors prendre un bateau pour quitter l'île. Luffy n'hésite pas un seul instant à choisir de dépétrifier celles qui l'ont sauvé. Il va ainsi changer l'attitude de Boa Hancock, preuve supplémentaire que Monkey D. Luffy change le monde pour le mieux. L'autre atout de cet arc est un atout de charme. Je parle bien sûr du personnage de Boa Hancock, la princesse serpent du royaume d'Amazon Lily, l'impératrice pirate et grand corsaire des mers dont les inspirations d'Oda à l'origine de ce personnage sont évidentes. On va chercher du côté de la mythologie grecque cette fois, en amalgamant le mythe de Circé, une magicienne qui attirait les marins sur son île, le mythe de Méduse et des sœurs Gorgones, des créatures entourées de serpents et dont le regard pouvait pétrifier quiconque les regardait, et bien évidemment le mythe de la tribu des Amazones, une tribu uniquement composée de femmes guerrières. Alors pour le coup je suis assez sceptique parce que j'ai vu ça et là sur internet que certaines personnes affirmaient que le fait que le concept
deal d'Amazon Lily, le deal d'Amazon, de tribu des Amazones existait au sein du manga One Piece, bah ça démontrait, ça prouvait la volonté d'Oda de faire un manga féministe. Alors, je ne nie absolument pas le caractère féministe du manga One Piece. Après tout, on parle quand même de l'histoire d'un mec qui monte une équipe et qui se révolte contre toutes sortes d'oppressions et d'injustices tout au long de son voyage. Bon, ce serait quand même très bizarre que le manga il se révolte contre tout, montre différentes révoltes face à différents types d'oppression, mais arrivé aux femmes il fait non, par contre les bonnes femmes, retournez faire la vaisselle. Donc c'est évident que One Piece, de par son sujet principal, est aussi un manga qui porte d'une certaine façon un message féministe. Et non, c'est pas parce que Robin et Nami ont des gros boobs que ça devient sexiste, mais c'est pas le sujet. Le truc qui me fait tiquer par rapport à ça, c'est que j'ai personnellement pas l'impression qu'Amazon Lily soit là pour aborder ce sujet justement. Surtout qu'à bien y regarder, c'est pas du tout le sujet de l'arc, c'est plus un contexte. Les guerrières Kusha sortent des phrases du type « les mâles sont tous des sauvages débiles et tutti quanti », mais à bien y regarder, elles n'ont pour la majorité d'entre elles jamais croisé un seul homme de leur vie avant de rencontrer Luffy. Elles sont juste pleines d'a priori et de préjugés, et c'est au contact de Luffy qu'elles vont commencer à changer leurs idées reçues. Par conséquent, l'un des sujets de l'arc ne serait pas le féminisme ou le sexisme, mais plutôt de s'interroger sur les conséquences d'un isolationnisme exacerbé. Amazon Lily pense être un royaume idéal et juste, alors qu'en réalité c'est une tyrannie basée sur un roman national xénophobe et des superstitions conçues pour les maintenir dans un état de soumission permanente au pouvoir. Même leur prétendue autonomie est un mensonge, elle n'est permise que par la soumission d'Hancock au gouvernement mondial. Et c'est grâce à l'intervention de Luffy que le royaume va changer, vers un peu plus d'ouverture sur le monde et plus de réelle liberté, en incitant Hancock à plus tard s'émanciper du gouvernement mondial. Mais revenons justement sur le personnage de Boa Hancock. C'est un personnage intéressant parce qu'elle apparaît d'abord comme étant parfaitement détestable et hautaine. Et elle l'est, mais très vite on comprend que c'est une façade, un mécanisme de défense qu'elle a développé à cause d'un énorme traumatisme. Boa et ses sœurs ont été esclaves des dragons célestes pendant 4 ans, et on imagine bien qu'elles ont dû subir les pires sévices. Elles sont restées, et on le comprend, très marquées par ces événements. Et elles en portent même la honte. Elles refusent que quiconque découvre qu'elles sont d'anciennes esclaves et cachent à tout prix la marque que les dragons célestes leur ont apposée au fer rouge dans le dos. Et lorsqu'elle demande à Luffy, maintenant que tu connais la vérité, est-ce que tu méprises l'esclave que je suis? Il lui répond non, c'est les dragons célestes que je méprise. Pour Luffy, elle n'a pas à avoir honte d'avoir été une victime. Boa consent à admettre que si elle ment à tout le monde et exerce une autorité aussi forte, c'est par peur de revivre son passé. Si elle met en avant sa beauté et s'en sert comme un privilège qui la met au-dessus des autres, c'est pour cacher le fait qu'en réalité, elle se sent, de par son passé d'esclave, toujours comme une être inférieure. Être reconnue pour sa beauté la fait se sentir considérée. Et si elle tombe amoureuse de Luffy, c'est probablement parce qu'il ne la voit ni comme un objet de vénération, ni comme un être inférieur. Il la voit simplement pour ce qu'elle est, une personne comme les autres. Si elle fait de la merde, il va rouspéter et s'insurger contre elle, et si elle fait le bien, au contraire, il va l'encourager et la remercier. Boa Hancock est un personnage qui, de prime abord, est un peu fanservice et caricatural, mais en réalité est un personnage beaucoup plus profond et nuancé qu'on pourrait le croire, et beaucoup plus intéressant. Oui. Cet arc est aussi l'occasion pour Oda d'enrichir, d'approfondir la mythologie et l'univers de One Piece. Déjà en nous présentant Amazon Lily et l'avant-dernière Grand Corsaire, mais aussi en nous racontant l'histoire de Fisher Tiger, l'homme-poisson qui se révolta contre la noblesse mondiale, en escaladant Redline à main nue pour attaquer Marie-Joie et libérer des milliers d'esclaves aussi bien humains comme poissons, et qui fonda par la suite l'équipage des Pirates du Soleil, l'équipage des hommes-poissons original. Et c'est aussi le prétexte à la découverte au moins partielle du Haki, ou du fluide, que les guerrières Kusha ont l'air de toutes maîtriser et qui donnera du fil à retordre à Luffy. Ce sera aussi l'occasion de voir Luffy s'éveiller à nouveau au Haki des rois. C'est plutôt bien fait et ça donne des scènes assez cool, oui. Amazon Lily n'est pas un arc inutile. Comme je viens de le dire, il permet d'enrichir la mythologie du manga, d'introduire des personnages intéressants et d'approfondir ou de préciser les grands thèmes du manga. Tout ça en proposant quand même une petite escapade remplie de moments fun. C'est un arc où l'on reprend son souffle après la frénésie angoissante de Sabaody. C'est un arc qui reste dans la tradition de ce qu'a toujours fait Oda jusqu'à présent. Après chaque gros arc ou presque, Oda nous balance un tout petit arc un petit peu plus léger et fun pour faire redescendre la pression et pour recharger les batteries avant de partir vers des gros arcs sur les chapeaux de roue. Et oui, je n'ai pas vraiment abordé la question du côté fanservice de l'arc, parce qu'en fait, à moins que t'aies 12 ans, je suis désolé, il n'y a rien de bien folichon. Ok, il y a du bikini et du décolleté, mais à part ça, ça va, encore une fois, on n'est pas dans Fairy Tail, hein, ça passe. Après, je n'ai pas vu la version animée, j'imagine que là-dessus, connaissant un peu ton animation, ils ont dû quand même un peu forcer le trait.
Oui. Certains encore aujourd'hui s'interrogent sur la pertinence de faire apparaître Luffy, atterrir Luffy sur l'île d'Amazon Lily. Et oui, tous les autres chapeaux de paille, ou presque, ont été envoyés dans un endroit qui contenait les ressources nécessaires à leur évolution. Zoro a été envoyé chez Mihawk, Nami sur une île météorologique et Franky sur l'île natale de Vegapunk. Mais qu'est-ce qui attendait Luffy sur Amazon Lily au juste? La théorie la plus probable, c'est que Kuma a su que Luffy voudrait secourir Ace et qu'il l'a envoyé là-bas avec l'espoir qu'il parvienne à s'allier avec Boa Hancock. Mais ce serait quand même un giga pari, ça serait presque moins hasardeux d'attribuer tout ça au hasard. Ouais, t'as compris ce que je voulais dire. Ou alors, l'explication est beaucoup plus simple, tout simplement que Luffy, pour progresser, avait juste besoin d'être seul. Peu importe où. C'est pas déconnant non plus comme explication. Bref, selon moi, cet arc n'est pas réellement un arc à part entière. Pour moi, il sert plus de prologue au Giga Saga qui arrive juste après. Je parle bien sûr d'Impel Down et Marineford. Mais tout ça, nous en reparlerons lors des prochains épisodes de One Pieceology. Et n'oubliez pas, One Piece, c'est la vie, que la passion vous guide. Accompagné de Boa Hancock, Luffy se rend à Impel Down afin de sauver son frère Ace retenu prisonnier là-bas. Impel Down est la prison sous-marine du gouvernement mondial composée officiellement de 5 étages et officieusement de 6. À chaque étage, on retrouve différentes classes de hors-la-loi. Plus l'étage est élevé, plus les criminels sont dangereux. Quant au niveau 6, c'est le lieu où résident les criminels ayant bouleversé le monde, tels que Crocodile, l'ancien capitaine corsaire et autres pourritures bien sales. Luffy, pour rejoindre son frère, se voit obligé de traverser un à un les différents étages d'Impel Down. Il rencontre alors de vieilles connaissances à chaque étage qui lui permettront d'accéder à l'étage inférieur. Baggy le clown au premier étage, Monsieur 3 au second étage, Monsieur 2 au troisième étage. De multiples adversaires s'opposeront à lui et son groupe, tels que les gardiens des monts, les maîtres d'étage, et aussi les dirigeants, Magellan le directeur et Hannibal le sous-directeur. Malheureusement, Luffy arrive trop tard au 6e étage à cause de l'affrontement qu'il a perdu face à Magellan et son fruit du poison. Ce retard lui permettra cependant de rencontrer les célèbres Inazuma et Ivankov de l'armée révolutionnaire dans le légendaire étage nommé le Paradis en Enfer, qui se trouve à cheval entre l'étage 5 et 6. Accompagné de ces derniers et de Jinbei, un capitaine corsaire enfermé pour s'être opposé à la future guerre contre Barbe Blanche, et de Crocodile, qui est enfermé au 6e étage, Luffy décide de s'évader d'Impel Down, puis de partir en direction de Marineford pour sauver son frère et participer à la guerre au sommet entre la flotte de l'empereur Barbe Blanche et la marine. Voilà, petit résumé succinct pour que tout le monde resitue un peu les événements de l'arc. Partie 1, un huis clos carcéral. Impel Down est le second arc où l'on suit Luffy sans ses Nakama après la débâcle de l'archipel Sabaody. Là où l'arc Amazon Lily nous laissait le temps de respirer en prenant le temps de situer les autres membres de l'équipage, Impel Down se focus quasi exclusivement sur ce qui se déroule dans la prison. Et c'est plutôt pertinent parce que c'est raccord avec le genre ou le type de récit que nous propose Oda dans cet arc, un huis clos carcéral. En gros, c'est une histoire qui se déroule entre les 4 murs d'une prison. En plus d'explorer un genre différent, c'est un arc qui nous permet bien évidemment d'étendre le lore, la mythologie One Piece, en dévoilant un aspect assez mystérieux jusqu'ici, le système carcéral du gouvernement mondial. On avait eu un aperçu du système judiciaire lors de l'arc Enies Lobby avec le procès de Tom le Charpentier, et aussi bien sûr avec Robin qui allait être emprisonné. Mais concrètement, on ne savait pas trop à quoi pouvait bien ressembler la prison dans One Piece. Du coup, on va prendre quelques minutes pour s'intéresser de plus près à Impel Down et à son fonctionnement. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents étages d'Impel Down. Niveau 1, l'enfer pourpre. Le niveau abrite les prisonniers les moins infâmes et contient une grande forêt d'arbres rouges. Les feuilles des arbres, connues sous le nom de Kenju, signifiant littéralement arbre à lame, sont aussi tranchantes que des couperets, tandis que l'herbe sur le sol, également nommée Haribariso, herbe aiguille, est aussi épineuse que des aiguilles. Dans ce niveau, les prisonniers sont forcés de courir à travers la forêt tout en étant poursuivis par des araignées venimeuses et des gardes. Pendant leur fuite, ils se blessent inexorablement se faisant lacérer par les feuilles et les herbes, ce qui leur cause une douleur atroce. La couleur rouge de la forêt provient du sang des détenus qui ont été torturés. Des microphones et des haut-parleurs ont aussi été installés pour que les visiteurs puissent se délecter des cris de douleur des prisonniers. Niveau 2, l'enfer des bêtes démoniaques. Le palier est un dédale qui contient diverses bêtes sauvages parmi lesquelles on dénombre les manticores qui sont des lions dégueulasses à face humaine qui mangent des hommes et dévorent leurs proies. Leurs visages humains leur permettent de parler, cependant ils ne peuvent qu'imiter ce qu'ils entendent comme des perroquets car ils ne comprennent pas le langage des hommes. Les paroles qu'ils prononcent proviennent de celles qu'ils ont entendues des détenus. Le basilic, qui est un espèce de giga poulet serpent méga balèze que Luffy aura du mal à battre. Et enfin, le sphinx, qui est une chimère de grande taille, ayant le corps d'un lion et le visage d'un homme, capable de parler comme les manticores en répétant des noms de nouilles ou de pâtes. Il est chargé de garder l'escalier qui mène hors du niveau.
Niveau 3, l'enfer de la faim. À ce niveau, les prisonniers sentent la chaleur monter du niveau 4 et reçoivent peu de nourriture et d'eau pour les maintenir dans un état proche de la mort. Ils sont tellement déshydratés et affamés que leur apparence ne laisse pas penser que ce sont de grands criminels. Même si la température à ce niveau est négligeable comparée au niveau suivant, elle est suffisamment intense pour causer une sécheresse écrasante qui est à l'origine du relief désertique du palier. D'autre part, il se murmure que le sable de ce niveau est composé des anciens os des prisonniers, réduits à l'état de poussière. Niveau 4, l'enfer des flammes. À ce niveau, une marmite géante est remplie de sang bouillant chauffé par de grandes flammes, ce qui rend l'étage extrêmement chaud. La chaleur provoquée par ces flammes est si intense qu'elle réchauffe également le niveau 3. Si l'on essaie d'emprunter le trou reliant les deux niveaux, on n'a pratiquement aucune chance d'atterrir à un endroit sûr, seulement dans le sang bouillant. Les prisonniers des autres niveaux y sont régulièrement torturés. La torture la plus répandue étant d'être simplement balancés au milieu du bouillon de sang brûlant. D'autres tortures impliquent que des prisonniers soient suspendus au-dessus des flammes avec des cordes attachées autour de leur estomac. Ils sont également soumis à un travail pénible en fournissant de grandes bûches pour maintenir l'intensité des flammes. Les gardes à ce niveau doivent enfiler un équipement de protection pour éviter d'être affectés eux aussi par la chaleur intense. Niveau 5, l'enfer des glaces. Comme son nom l'indique, ici c'est tout le contraire du niveau 4. Ici, on se pèle les couilles d'une puissance cosmique. Le froid est infernal. La plupart des détenus y meurent de froid ou perdent des parties de leur corps à cause de gelures sévères. Les seuls gardes sont une meute de loups, de neige sanguinaire qui bouffent les détenus qui essayent de s'échapper. Oui, parce que les geôles ne sont même pas fermées tellement c'est invivable. Tu as zéro chance de survie dans cet environnement. C'est l'enfer, littéralement. Et enfin, le niveau 6, l'enfer éternel. L'ultime niveau top secret d'Impel Down où sont enfermés les pirates les plus dangereux pour la stabilité du monde. Les prisonniers du 6e niveau sont condamnés à mort ou à perpétuité avec comme but premier de les effacer de l'histoire. Ils ne semblent cependant pas subir de torture de fou comme aux étages précédents. Il y a bien le Minotaure qui passe les roustés de temps en temps, mais c'est tout. Comme si les condamnés à l'oubli étaient en soi la pire des tortures. Voilà, au-delà d'augmenter le watch time, ce petit instant lore va permettre de poser les bases sur lesquelles je vais m'appuyer pour aborder différents sujets dans cet épisode. Dans un premier temps, ça va me servir pour expliquer, réfléchir autour de la structure de cet arc. Structure qui, bien que très souvent utilisée, ne semble pas posséder à ma connaissance de nom officiel. Cette structure qui veut qu'il y a un héros, il doit descendre ou monter les étages d'une tour, à chaque étage il doit traverser une épreuve ou battre un méchant, ou parfois les deux, et voilà. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est une structure qu'on doit en grande partie dans la pop culture à ce bon vieux Bruce Lee. Oui. Le film Le Jeu de la Mort, paru en 1978, écrit et réalisé par Bruce Lee, est un film qui raconte l'histoire d'un artiste martial qui veut récupérer un trésor. Et pour ce faire, il doit attaquer une pagode de 5 étages, et à chaque étage, il doit affronter un combattant, notamment Karim Abdul-Jabbar, le basketteur super grand. L'esthétique du film inspira beaucoup la pop culture, notamment Kill Bill par exemple. La tenue du Matterman, c'est la tenue de Bruce Lee en fait. Mais aussi dans son concept de base, comme je le disais. En manga, on a Dragon Ball par exemple. Lorsque Goku prend d'assaut la tour du muscle, c'est carrément ça. Le webtoon Tower of God, c'est le même délire. La tour céleste dans Hunter x Hunter, ou encore l'arc sanctuaire dans Saint Seiya. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à propos de la structure que j'appelle l'arc du sanctuaire. Oui, je devrais le déposer ce truc-là, parce que moi je suis un penseur, moi je théorise le manga, monsieur. Oui. Bon, dans le cas qui nous intéresse ici, One Piece, j'espère que vous l'aurez compris, parce que sinon c'est chaud quand même, il va s'agir pour Luffy de descendre un à un les étages d'Impel Down pour accomplir son objectif. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que One Piece utilise cette structure en arc du sanctuaire dans le manga, c'était déjà un peu le cas dans l'arc Water 7, et ça sera réutilisé un peu plus tard aussi dans différents arcs. On en reparlera à l'occasion. Partie 2, l'enfer. La structure en étage de la prison d'Impel Down qui augmente en sévérité et en cruauté au fur et à mesure qu'on descend est une référence évidente au célébrissime Enfer de Dante. Mais qu'est-ce que c'est l'Enfer de Dante? Bouge pas, je vais te l'expliquer tout de suite. Dante Alighieri est un poète et philosophe italien qui a écrit le poème épique La Divine Comédie au XIVe siècle, monument de la littérature qui se compose en 3 parties, l'enfer, le purgatoire et enfin le paradis. La partie la plus célèbre étant celle qui nous intéresse aujourd'hui, l'enfer. En gros, l'histoire, c'est Dante, ou Dante, perdu dans une forêt qui rencontre le poète Virgile, qui l'accompagne dans un voyage à travers l'enfer. Celui-ci est divisé en 9 cercles, où les damnés subissent des châtiments correspondant à leurs péchés. Plus Dante descend, plus les crimes sont graves. Luxure, gourmandise, avarice, colère, hérésie, violence, tromperie et trahison. Au dernier cercle, il retrouve Lucifer emprisonné dans la glace. À la fin, Dante ou Dante et Virgile quittent l'enfer pour poursuivre leur voyage vers la rédemption à travers le purgatoire et le paradis.
Plus tard, en 1861, l'artiste Gustave Doré publiera une série de gravures directement inspirées de la Divine Comédie, et c'est ce qui cimentera l'imagerie infernale dans la culture classique depuis, et qui deviendra également une énorme référence dans la pop culture. Dans le jeu vidéo avec Dante de Devil May Cry, le gars s'appelle Dante en référence à l'auteur. D'ailleurs, son frère Virgile est aussi une ref, ou tout simplement dans le jeu vidéo Dante Inferno. Ah là, et c'est pas ambigu du coup. En comics, ça inspirera les représentations de l'enfer dans Sandman ou encore dans Spawn. Et bien évidemment dans le monde du manga aussi, avec Devilman de Go Nagai, l'enfer de Dante de Go Nagai, une adaptation directe du poème, l'esthétique de l'éclipse dans Berserk, dans Saint Seiya avec l'enfer d'Hadès, et aussi One Piece avec Impel Down, bien entendu. Alors il ne s'agit pas ici pour Oda de simplement caler une référence littéraire pour faire classe. Même si avec les grosses références à Homer dans l'arc d'avant, t'as l'impression qu'il veut faire un petit peu l'intello le Oda. Mais non, c'est pas ça. C'est une référence très pertinente et intéressante du point de vue des thèmes abordés dans cet arc. Déjà, le plus évident, c'est qu'Impel Down est censé représenter l'enfer sur Terre pour les pirates. Ils sont là pour subir un châtiment. On peut même carrément oser parler de châtiment divin, parce que les pirates sont envoyés ici pour avoir défié les lois du gouvernement mondial. Lois dictées par les dragons célestes, donc autant dire des lois célestes, divines. Ça démontre quand même un niveau de tyrannie assez énervé. Les mecs qui te désobéissent vont directement en enfer, et c'est même pire que l'enfer, parce que dans le poème de Dante, au bout de l'enfer, il y a le purgatoire, et un espoir de rédemption qui mène au ciel. Là, non, les gars sont juste là pour souffrir en fait. Oui. Le parcours de Luffy dans Impel Down fait aussi référence au parcours de Dante. Il descend tout en bas de l'enfer d'Impel Down pour finalement remonter à la surface, emmenant avec lui nombre de pirates. Il leur offre, métaphoriquement parlant, une chance de rédemption. Partie 3, justice contre liberté. Bien entendu, le thème de la justice est très étroitement lié à celui de la prison. Les crimes commis par les prisonniers d'Impel Down ne sont jamais définis clairement. Concrètement, à part être le fils de Roger et un lieutenant de Barbe Blanche, on ne sait pas quel crime Ace a bien pu commettre pour mériter d'être enfermé dans le 6e niveau. Tout comme on ignore ce qu'ont fait exactement les prisonniers des autres niveaux. Enfin si, pour certains on sait. Crocodile a essayé de commettre un putsch à Alabasta et Baggy a explosé un village à coups de canon. On y mélange les vraies pourritures qui méritent clairement d'être enfermés et ceux qui semblent n'avoir commis comme crime que le fait d'être en désaccord avec le système ou encore même d'être simplement né. Ce qui montre que le système est non seulement cruel mais aussi et surtout injuste. Il y a un point que je trouve intéressant de noter. C'est que l'arc n'oppose pas le sens de la justice du gouvernement à la vision de la justice des pirates, et par extension la vision de la justice de Luffy. Luffy n'est clairement pas aligné avec la justice telle que pratiquée à Impel Down, mais il n'a pas l'air de nier le besoin de châtiment en soi. Luffy hésite à libérer Crocodile parce qu'il sait que c'est un vrai méchant. Luffy ne s'oppose pas à Impel Down parce qu'ils punissent les méchants, il s'oppose à eux parce qu'ils enferment son frère dont le seul crime a priori c'est d'avoir voulu être libre. Et qu'il est loin d'être le seul enfermé ici pour ça, c'est une opposition entre la justice et la liberté. La justice ici est un autre nom pour nommer l'ordre en fait. Impel Down a une hiérarchie très carrée, très carrée, des process très élaborés, une manière très rigide de fonctionner. Peut-être même trop rigide, c'est en partie ce qui causera sa perte d'ailleurs, car Magellan et Hannibal auront bien du mal à réagir face au chaos provoqué par Luffy, Bonclé et Ivankov qui eux, incarnant la liberté, improvisent totalement au fur et à mesure. Luffy est un personnage qui fait passer la liberté avant la justice, ce qui n'est pas forcément une position facile à tenir éthiquement, parce que dans sa quête de suivre son désir de sauver son frère, Luffy permet aux pires saloperies du monde des pirates de sortir d'Impel Down pour potentiellement causer du tort aux innocents. Il y a une scène qui illustre très bien ça, c'est lorsque Luffy, Jinbei, Crocodile, Ivankov et les autres font face à Hannibal lors de leur fuite. 貴様らシャバで悪名を上げただけの海賊に無本人。貴様らが海へ出て存在するだけで、庶民は愛する者を失う恐怖で夜も眠れない。 Donc Luffy le sait, mais tant pis, ce qui compte avant tout c'est son désir de libérer son frère Ace. Et là on a une opposition très intéressante entre une vision plus collectiviste de la justice et une vision beaucoup plus libéraliste, je sais pas si ça se dit, individualiste de la justice. Par exemple, Rousseau explique dans le contrat social que pour vivre en société, il faut parfois accepter de laisser de côté une partie de sa liberté personnelle afin de maintenir l'ordre et l'égalité entre tous.
Pour lui, cette liberté n'est pas perdue, elle revient sous une autre forme, à travers les lois que l'on choisit ensemble. Dans ce système, la justice n'est rien d'autre que la volonté du peuple dans son ensemble, pensée pour être équitable et bénéfique pour tous. Ce serait le point de vue plus collectiviste de Hannibal sur la justice. Alors certes, les pirates à Impel Down sont en privation de liberté totale et c'est un peu cruel, mais cette privation permet aux honnêtes gens de vivre sereinement en paix sans avoir peur de se faire attaquer par des pirates. Voilà. Alors que Luffy aurait un point de vue plus individualiste, c'est-à-dire qu'il reconnaît la justice tant qu'elle garantit sa liberté individuelle. Autrement dit, tant que je fais de mal à personne, je peux faire absolument tout ce que je veux. Sauf que dans le cas présent, Luffy, en foutant le système en l'air, va permettre à tout un tas de crapules de faire du mal. Il bafoue le droit des victimes de Crocodile à la justice et se rend responsable des prochaines victimes qu'ils feront. Et c'est intéressant parce que c'est l'une des rares fois où Luffy n'a pas forcément la position la plus morale. Il fait passer sa liberté personnelle avant celle des autres. Alors oui, Impel Down est une prison aux conditions d'enfermement complètement inhumaines et cruelles. Oui, mais ça permet quand même de protéger le monde extérieur de nombreux dangers. Alors est-ce que ça les rend bons pour autant? Je sais pas. Luffy veut simplement sauver son frère Ace. Est-ce que ça le rend bon pour autant automatiquement? Pas facile de trancher en fait. Finalement, c'est Marshall dit Teach aka Barbe Noire qui va trancher la question. Il dira « La justice n'est qu'une question de point de vue ». Partie 4, Luffy contre Barbe Noire. C'est avec l'apparition de Teach à Impel Down que nous avons le premier véritable face-à-face entre lui et Monkey D. Luffy. Teach lui apprend que c'est lui qui a capturé Ace et que si Ace ne l'avait pas attaqué, il s'en serait pris directement à Luffy, donnant à ce dernier une raison de le voir comme un ennemi. C'est une scène qu'il faut selon moi mettre en parallèle avec leur toute première rencontre sur Jaya. Oda nous indiquait déjà qu'ils étaient opposés. Il nous l'a montré habilement et de façon assez comique avec leurs préférences culinaires dans le bar à Jaya, mais il nous a aussi montré une chose très importante. Lorsque Luffy et Zoro se font tabasser par Bellamy et ses hommes, Teach sortira un monologue très évocateur. Jamais les hommes ne renonceront à leurs rêves. Ils partagent le même rêve que Luffy. Il est habité lui aussi par un puissant désir de liberté. Ce qui va les opposer, c'est leur vision de la liberté. Barbe Noire est prêt à trahir, tuer, voler pour réaliser son rêve, alors que Luffy est prêt à tout, sauf à trahir son code moral. C'est vraiment très original de voir le rival du héros évoluer en parallèle du héros, mais complètement dans l'ombre. D'ailleurs, à l'occasion de cette rencontre, nous apprendrons que Teach a pu grimper aussi vite grâce aux accomplissements de Luffy. Si Luffy n'avait pas vaincu Crocodile, il n'aurait pas pu devenir un grand corsaire, etc. J'attends vraiment avec impatience le jour où Oda va se décider à nous raconter l'histoire complète de Barbe Noire. Je sens que ça va être incroyable. Oui. Partie 5, Luffy, l'inspirateur. Autre élément très intéressant de cet arc, c'est de voir à quel point Luffy parvient à inspirer ceux qu'il rencontre et le côtoient. Il débarque quasiment tout seul à poil à Impel Down et à la fin, il repart avec des centaines de pirates à ses côtés, parmi lesquels des pirates les plus renommés de leur époque. Même séparé de son équipage, Luffy reste un inspirateur qui parvient à convaincre et rassembler par ses actions et sa vision du monde. Certes, comme on l'a vu plus tôt, il permet quand même de libérer des individus assez dangereux, mais tu sens quand même qu'à son contact, il tend un peu plus vers le bien. C'est le cas de Baggy, Monsieur 3, Crocodile et bien d'autres. Ce sont des pirates qui ont toujours été guidés par leur avidité, qui ont trahi, volé, tué. Et là, avec Luffy, il découvre d'autres valeurs, la camaraderie, l'entraide, l'honneur. C'est un autre point sur lequel il a battu Impel Down. Là où des années de privation et de torture n'ont fait qu'alimenter leur malice, leur vice, Luffy leur a offert une rédemption avec sa bonté naturelle. Il leur a donné l'occasion de faire preuve de bonnes valeurs. Le fait qu'il soit parvenu à survivre au poison de Magellan, en plus d'être une prouesse en soi, démontre la force de sa détermination aux autres pirates et quelque part permet aux autres pirates de s'identifier encore plus à lui. Lui aussi a subi une torture indicible dans les geôles d'Impel Down et pourtant, il est toujours debout, animé par la flamme de la liberté. C'est beau. Dans cet arc, Luffy gagne des galons dans le monde de la piraterie et démontre très clairement qu'il a les qualités humaines nécessaires pour devenir peut-être un jour le futur roi des pirates. Partie 6, Magellan et Hannibal. Le directeur Magellan et son second Hannibal sont les deux principaux antagonistes de cet arc. Ce que je trouve intéressant avec eux, c'est que malgré leur apparence maléfique, Magellan est un genre de démon vampire chelou et Hannibal un pharaon démoniaque chelou, il ne semble pas s'agir de personnages foncièrement mauvais. On l'a vu tout à l'heure avec le combat d'Hannibal avec Luffy, ce sont des personnages convaincus de faire le bien et de protéger les honnêtes gens. Il y a un gros décalage avec la terreur qu'inspire Magellan au prisonnier, avec son apparence et ses pouvoirs cheatés de ouf, et son caractère désinvolte et déconneur avec son personnel. Au départ, j'ai pensé que c'était un des défauts de l'arc, que le côté sadique et cruel et infernal soit un petit peu trop compensé par ses notes d'humour. Mais après réflexion, en fait, c'est plutôt pertinent.
Comme l'a dit Barbe Noire, la justice est une question de point de vue. On a donc les deux points de vue. Du point de vue des pirates emprisonnés à Impel Down, Magellan est le diable incarné, un cauchemar sur pattes. Mais du point de vue de son personnel, c'est un gars efficace mais déconneur qui passe beaucoup trop de temps aux chiottes. Tu sens qu'a priori, les honnêtes gens n'ont rien à craindre de lui. C'est lui d'ailleurs qui a arrêté son prédécesseur Chilou de la Pluie, lorsqu'il a découvert qu'il massacrait les prisonniers gratuitement. Il respecte un code moral, c'est pas juste un sadique. Alors, il perpétue un système cruel et sadique, certes, mais tant que c'est dans un certain cadre, notamment le cadre légal, ça passe. Ils sont les ennemis de Luffy à cause des circonstances, mais dans un autre contexte, ils ne se seraient peut-être même pas affrontés. Quand Hannibal se fait éclater, j'ai eu de la peine pour lui. Le type est vraiment convaincu de défendre quelque chose de juste. Partie 7, Bonclé et Ivankov, les GOAT. Impel Down, c'est aussi la révélation de deux personnages que je trouve géniaux, Ivankov et Bonclé. Alors, Bonclé, Monsieur Tout, ou encore Betham, est un ancien du Baroque Works que nous avons déjà croisé lors de l'arc Alabasta. Ce dernier, malgré un duel épiquement loufoque face à Sanji, était quand même devenu très ami avec Luffy. Il est même allé jusqu'à couvrir leur fuite face à la marine à la fin de l'arc. Il s'agit d'un Okama, un travelo japonais. Je pense qu'ici on parlerait plutôt de drag queen. Oui. Ce personnage est le GOAT de l'arc Impel Down. Le gars enchaîne les moments de bravoure. Il traverse un arc narratif personnel en parallèle à celui de Luffy. Je ne sais pas d'où ça sort et pourquoi Oda a décidé de faire ça, mais c'est franchement génial. Lorsqu'il pleure en abandonnant Luffy face à Magellan, quand il sauve Baggy et Monsieur 3, quand il fait face au loup du 5e cercle pour sauver Luffy, et bien évidemment son sacrifice final face à Magellan, permettant aux évadés de passer la porte de la justice. Cette scène est incroyable. Franchement, à la lecture, je me suis dit, le gars est tellement impliqué dans la quête de Luffy alors qu'il lui doit rien du tout et que ça n'a rien à voir avec lui que tu te dis à la fin, forcément il va rejoindre l'équipage de Luffy. Bon, en fait, non. Ensuite, nous avons un autre Okama, la reine des Okama. Ivankov, maître de Newcomerland, l'espace caché entre le 5e et 6e niveau d'Impel Down. J'aime bien Ivankov, parce que non seulement ce n'est pas un pirate, mais un révolutionnaire, meilleur ami de dragon, donc le gars sait des choses, il a une certaine expérience, ou une certaine sagesse qui aborde beaucoup à Luffy et à sa tentative d'évasion, mais j'aime surtout l'idée derrière le personnage. Le gars est un révolutionnaire, quelqu'un qui se bat pour la liberté, et il l'incarne d'une manière assez excentrique. Luffy l'incarne en envoyant bouler les règles et en avançant toujours tout droit vers son but. Ivankov l'incarne en faisant fi de toutes les barrières, ou presque. Il est à la fois homme et femme, il est libre de la barrière du genre. Il dirige Newcomerland, qui est un bout de paradis au milieu de l'enfer d'Impel Down. Il se tient donc à la frontière de l'emprisonnement et de la liberté. En plus de s'être rebellé contre le gouvernement mondial, lui et Bonclé sont un petit peu des marginaux par essence, et t'as un petit peu l'impression à la lecture que le système les punit aussi pour ça. Et Ivankov parvient, malgré son apparence un peu grotesque, avec sa grosse tête et son look inspiré par le Rocky Horror Show, il arrive quand même à être super charismatique, et sort un des monologues les plus énervés de One Piece jusqu'à présent. Le fait que le reste de l'équipage de Luffy soit absent de cet arc, ça permet à Oda de développer d'autres personnages, de mettre en lumière d'autres histoires et d'autres personnages. Ça change de la dynamique habituelle, et c'est pas plus mal, oui. Partie 8, dessin et mise en scène. J'en ai déjà parlé à de maintes occasions sur cette chaîne, j'ai tendance à trouver les planches d'Oda, surtout post-ellipse, un peu confuses, trop surchargées et difficiles à lire. Eh bien, je n'ai pas du tout eu ce sentiment avec Impel Down. Pourtant, ça se termine sur une giga bataille avec beaucoup de persos dans des endroits étriqués, mais j'ai trouvé ça plutôt fluide. Alors, est-ce que c'est vraiment plus fluide qu'aujourd'hui, ou est-ce que c'est simplement que je m'y suis habitué au style d'Oda? Bah en vrai, je sais pas. En tout cas, j'ai fortement apprécié le dessin d'Oda sur cet arc. Le côté étouffant et angoissant d'un huis clos infernal est parfaitement retranscrit au début. Et la fin de l'arc a un élan épique de dingue. Il y a vraiment beaucoup de plans et de planches qui tabassent réellement. L'apparition de Magellan sur le pont, Hannibal qui fait face à Luffy et sa bande, Luffy qui fait face à Barbe Noire. Et bien évidemment, il y a tout l'enchaînement avec le prélude à la bataille de Marineford. On sent le charisme, on sent l'épique, on sent que ça va être énorme. Finalement, c'est comme si Luffy devait traverser Impel Down, non pas pour sauver son frère, mais pour gagner le rang nécessaire pour se rendre à cette bataille. C'était son rite de passage, pour prouver qu'il a ce qu'il faut pour participer à cette guerre au sommet.
Marineford, la guerre au sommet, un arc dense, très dense, avec moult personnages, moult intrigues, moult sujets à aborder. Alors justement, ça va être pas évident à aborder un arc aussi dense, aussi costaud, aussi attendu de manière exhaustive, donc de toute façon on n'y arrivera pas de tout traiter de toute façon. Donc la question à se poser c'est, est-ce que je traite cet arc de manière chronologique ou par thématique? Et bah comme j'ai pas réussi à me décider, et ben on va essayer de faire un peu les deux et on verra ce que ça donne. Partie 1, Marineford, le centre du monde. On va commencer par présenter le lieu Marineford et aussi les forces en présence dans ce conflit. Marineford, c'est ni plus ni moins que le quartier général de la marine, le lieu de chute et de regroupement de toutes ses forces, soldats, vice-amiraux, amiraux. C'est là que se trouve le bureau de Sengoku, l'amiral en chef. C'est le centre névralgique des opérations de la marine à travers le globe. Ce QG est situé à la fin de la première moitié de Grand Line et marque la frontière avant d'entrer dans le Nouveau Monde, zone dans laquelle la marine exerce une influence moindre en raison de la présence des 4 empereurs. Le fait que le QG de la marine se situe juste en dessous de la demeure des dragons célestes marégeoises et au centre du monde de One Piece revêt une symbolique particulière. C'est le cœur du système, la jonction entre les différentes parties de Grand Line et de Red Line. D'ici, le gouvernement mondial et la marine, son bras armé, peuvent virtuellement parlant exercer leur autorité sur l'ensemble des terres et des mers du globe. C'est un point immuable, inéluctable, contrôler ce lieu, c'est contrôler le monde, et donc le renverser reviendrait à renverser l'ordre mondial. Marineford est donc tout indiqué pour être le théâtre d'une bataille susceptible de faire basculer l'équilibre mondial. Fait à noter, c'est la marine elle-même qui a décidé d'emmener la guerre à Marineford, et ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit d'une place forte, c'est aussi pour le symbole, le message que ça renvoie au monde. On mène le combat dans notre dernier bastion parce qu'on est sûr de nous. On représente la justice, un gouvernement fort qui ne capitulera jamais face aux pirates. Ainsi, la marine renvoie une image de confiance au peuple. Oui, parce que la bataille est diffusée un peu partout dans le monde en plus. La marine est confiante, sur le papier en tout cas. Parce qu'en réalité, quand t'es vraiment très confiant, tu ne dévoiles pas d'entrée de jeu l'ensemble de tes forces. Les 3 amiraux, les grands corsaires, tous les vice-amiraux, 50 navires de guerre, 100 000 soldats, des géants, des antennes de pièces d'artillerie. Ça indique aussi que l'ennemi qui va arriver en face, c'est pas Joel rigolo, ça va être très sérieux. D'ailleurs, parlons-en de l'ennemi. Edward Newgate, aka Barbe Blanche, aka l'homme le plus fort du monde. L'un des 4 empereurs, les 4 pirates les plus puissants du monde. L'un des derniers pirates de la génération de Roger encore en activité. Une véritable légende vivante qui débarque avec 47 navires, ses commandants et ses milliers de pirates dans la baie de Marineford. Barbe Blanche, qui débarque en légende, c'est tout un symbole, c'est le pirate le plus craint et le plus respecté du monde. Il incarne le sommet de la piraterie, il incarne le nouveau monde, un autre monde antagoniste à celui du gouvernement mondial, un monde qui doit disparaître. Encore une fois, le fait que Marineford soit au centre de Grand Line n'est pas un hasard, parce que c'est réellement le monde entier qui est en jeu. Peu importe qui gagnera, le monde va basculer d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas le seul enjeu dans cette bataille, nous y reviendrons. Et il y a aussi, bien évidemment, Luffy et les prisonniers d'Impel Down, qui comptent techniquement comme étant dans le camp des pirates, mais qui en réalité représentent autre chose. Nous y reviendrons. Bon, il est temps de commencer cet arc. C'est parti. Partie 2, le calme avant la tempête. Je pense que l'on peut considérer officiellement que cette guerre commence à partir du chapitre 550, et j'aime beaucoup la manière qu'a Oda d'ouvrir cet arc. Il choisit de quitter l'action pour se concentrer un moment sur le reste du monde, et notamment sur les gens lambda qui, comme nous, lecteurs, anticipent le début de la guerre. Il nous emmène à South Blue, où des marchands discutent avec des badauds au marché, se demandant si Barbe Blanche va réellement venir à Marineford, puis à East Blue, où des bergers poursuivent la même discussion. À North Blue, des soulards implorent un tavernier de les laisser se saouler, vu que c'est la fin du monde. À West Blue, c'est un pirate beurré qui avertit les sceptiques que Barbe Blanche est encore à la hauteur de sa légende. Pour finir sur Grand Line, où des enfants s'amusent en récitant une comptine sur l'empereur, confirmant qu'il est réellement une légende. Oda crée de l'anticipation et installe la stature de Barbe Blanche, un personnage qu'on ne connaît en réalité que très peu. Il montre aussi que le monde entier retient son souffle dans l'attente de cette bataille, et du coup, nous aussi. Il fait appel à un narrateur qui présente les forces en présence à Marineford. À chaque page, tu lâches un « Oh, dinguerie !» Et soudain, l'amiral en chef Sengoku s'avance sur l'échafaud à la rencontre de Ace et révèle à la face du monde qu'il est le fils de Gold Roger, le roi des pirates. On apprend que sa mère, Portcase dit Rouge,
pour le protéger, a emmené sa grossesse à plus de 20 mois avant d'accoucher en secret avec l'aide de Garp et de mourir en couche. Enceinte pendant 20 mois, c'est-à-dire que Ace, il est né, il avait déjà presque 1 an. T'imagines la taille du gosse? Tu m'étonnes qu'elle a pas survécu à l'accouchement. Le carnage! D'ailleurs, pour info, 20 mois, c'est le temps de gestation d'un éléphant. Voilà, juste pour l'info, pour que tu te rendes compte. On apprend aussi que le gouvernement a fait exécuter tous les proches plus ou moins lointains de Roger en même temps que lui. Alors, sauf Shanks le Roux, sauf Baggy, sauf Gaban, sauf Riley, sauf Crocus. Mais bon, ça démontre très clairement la volonté du gouvernement d'éradiquer toute filiation, directe ou indirecte, de Roger. Alors, je comprends l'idée de terroriser la population en essayant de punir tous les proches de Roger, familial, amical, le voisin, pourquoi pas. Je comprends, parce que du coup, c'est le délire de... Il faut terroriser les gens pour pas qu'ils aient envie d'avoir affaire à des pirates. Genre, faut pas en avoir dans ta famille, faut pas du tout interagir avec eux. Voilà, c'est un moyen de maintenir le contrôle. Je comprends. Cependant, quand tu te mets à buter des femmes enceintes, des cousins, des cousines, des voisins, juste parce qu'ils ont un jour ne serait-ce qu'adressé la parole à Roger, comment tu fais pour passer pour les gentils? Parce que tu butes des innocents en fait. Il a fait quoi de si terrible Roger pour que le peuple soit ok avec ça? Qu'est-ce qu'il a fait de si horrible pour susciter une telle haine de la population? On apprend aussi au détour d'un flashback de Garp que ce dernier entretenait une certaine amitié avec le roi des pirates. C'est par respect pour lui qu'il a accepté de protéger Ace et sa mère jusqu'à sa naissance, puis après en le confiant à Dadan. Gold Roger, le monstre, s'inquiète de la vie de son enfant. Pour lui, aucun enfant ne mérite de mourir. Ça sonne pas tellement maléfique. Garp, en acceptant, montre qu'il a conscience des travers de l'ordre qu'il représente. Il est depuis longtemps tiraillé entre la loi et ce qui est juste. Sengoku prétend ensuite à la face du monde que Barbe Blanche, connaissant l'origine de Ace, avait décidé de le prendre sous son aile pour en faire le futur roi des pirates, et que si la marine ne l'avait pas capturé, il serait sans aucun doute devenu le pirate le plus puissant de sa génération. Ce qui n'est pas déconnant. Fils de Roger, commandant de Barbe Blanche, pouvoir de Loggia ultra balèze, sur le papier, il a le pédigré pour peser grave. Pour la marine, l'éliminer maintenant, c'est s'épargner un nouvel ennemi surpuissant à l'avenir, mais c'est aussi annihiler toute tentative de faire renaître une ère similaire à celle de Roger et Barbe Blanche, et ainsi mettre un coup d'arrêt définitif à la piraterie telle qu'on la connaît. Et c'est là que Barbe Blanche et son armada font leur entrée fracassante dans la baie de Marineford. Bordel, quelle scène, quelle puissance, quel charisme! Le Moby Dick qui émerge des flots majestueusement pour rappeler au monde qu'il n'est pas encore coulé et que maintenant, ça va chier. Mais avant le début des hostilités, nous avons droit à un flashback sur le parcours d'Ace en tant que pirate, ainsi que sur sa relation avec Barbe Blanche. Ace s'est enrôlé dans la piraterie 3 ans avant Luffy. Il a monté l'équipage du Spade et s'est taillé une réputation à la vitesse de l'éclair. Il a même refusé de devenir un grand corsaire. Il a rencontré Shanks, l'idole de son frère, a affronté d'égal à égal Jinbei pendant 5 jours d'affilée, avant de subir une cuisante défaite des mains même de Barbe Blanche, qui, au lieu de l'achever, lui a proposé de devenir l'un de ses fils. Alors bien sûr, au début, Ace refuse et continue d'essayer de le vaincre, mais peu à peu décide de se laisser adopter par l'équipage et de devenir l'un des fils de Barbe Blanche. Avec ce flashback, on prend conscience de plusieurs choses. Déjà, Luffy n'est pas le personnage principal de cet arc. Non, c'est Barbe Blanche et Ace. Luffy ne vient qu'en 3e. C'est un parti pris intéressant et aussi risqué. C'est l'arc avec les enjeux les plus importants à ce moment du manga, et il est centré sur des personnages que l'on ne connaît quasiment pas. C'est un peu bizarre quand on y pense. Le choix d'avoir fait se séparer les chapeaux de paille, de suivre Luffy dans une espèce de quête secondaire, sans Senakama, puis au bout de sa quête, on s'intéresse beaucoup plus à d'autres personnages que lui. Avec le recul que j'ai aujourd'hui sur l'œuvre, je pense comprendre la démarche. À Sabaody, les chapeaux de paille et Luffy ont été mis face à leurs limites. Ils ont fait la moitié du chemin de leur tour du monde et s'apprêtent à pénétrer dans le nouveau monde. Mais le manga ne peut pas continuer vers un nouveau monde sans avoir terminé l'histoire de l'ancien monde, duquel finalement, après plus de 50 tomes, on ne connaît pas grand chose en fait. Pour que l'on comprenne l'ampleur de ce qui attend Luffy dans ce nouveau monde, il faut qu'on prenne la pleine mesure de ce qui se joue déjà dans l'ancien, en changeant d'échelle, en quittant le microcosme du point de vue des chapeaux de paille et en dévoilant les enjeux réels de la lutte entre la marine et la piraterie. Tout en restant dans le délire de fin d'une ère que j'évoquais plus tôt, parce que c'est aussi la fin d'une ère pour Luffy et son équipage. Ensuite, avec ce flashback, je ne peux pas m'empêcher de me dire que finalement Ace est peut-être un personnage bien plus intéressant que Luffy.
Gueule pas tout de suite, laisse-moi t'expliquer. Ace est devenu pirate par soif de liberté, mais aussi et surtout motivé par sortir de l'ombre de son père. Il a grandi en entendant toute sa vie que son père était une ordure et a fini par penser qu'il l'aurait mieux fait de ne jamais naître. Il veut se libérer de ça, mais ce qu'il cherche au fond, c'est trouver sa place dans le monde, trouver une famille, trouver un père, et c'est exactement ce que lui offre Barbe Blanche. On a donc un personnage avec un but défini, justifié par un passé tragique, qui a des choses à régler. À côté de ça, Luffy veut devenir le roi des pirates. Mais pourquoi en fait? Parce qu'il a envie. Et ne me sortez pas que c'est à cause de Shanks, il voulait déjà devenir pirate avant le délire du bras. À ce stade du manga, les motivations de Luffy ne sont pas très bien établies en fait. Il veut être le plus libre du monde. Ok, on a compris. Mais pourquoi? Quel événement de sa vie, quel trauma alimente cette soif de liberté absolue? À ce moment du manga, on n'en a aucune idée en fait. De mon point de vue, Ace raconte plus de choses, mais le problème de Ace, c'est qu'il est arrivé au bout de sa quête. Preuve en est, lorsque Ace émet des regrets pour ne pas avoir écouté la mise en garde de son père, qui ne voulait pas qu'il poursuive Teach, Barbe Blanche prétend qu'il ne voit pas de quoi il parle, et qu'il se souvient très bien lui avoir ordonné de le faire. Et tout l'équipage affirme la même chose, même s'il a merdé, sa famille prend la responsabilité et vient le sauver. Et maintenant, place à la bagarre. Oui. Partie 3, la guerre commence. Barbe Blanche sonne le coup d'envoi du combat en utilisant le Gura Gura no Mi, le fruit du tremblement, pour provoquer un giga tsunami sur le point de s'abattre sur Marineford. Ça annonce directement la couleur. Ce conflit sera cataclysmique ou ne sera pas. Mais bim, Aokiji gèle les vagues ainsi que l'eau de la baie, puis les pirates partent à l'assaut. Puis bim, Mihawk envoie un coup d'épée géant vers Barbe Blanche, qui est bloqué par Diamond Jaws, le commandant de la 3e flotte. Puis c'est Kizaru qui mitraille pour être bloqué par Marco, commandant de la 1re flotte. Puis les géants de la marine passent à l'action, se font calmer par Jaws, qui leur balance un iceberg géant à la gueule. Et boum, l'iceberg se fait évaporer par le pouvoir de lave d'Aikainu, qui ensuite lance un grand bombardement de lave sur les vaisseaux de la flotte de l'Empereur. Oui, ce ne sont là que les toutes premières minutes de la bataille, mais on comprend direct que les forces en présence sont colossales. Les commandants de Barbe Blanche tiennent tête aux amiraux et à Mihawk, des personnages qui ont littéralement roulé sur Luffy et son équipage la première fois qu'on les a vus. Enfin, surtout Aokiji, Kizaru et Mihawk. Nous sommes là à un tout autre niveau. C'est pas pour rien qu'on parle de guerre au sommet. C'est un spectateur de Sabaody qui résume le mieux en une réplique. J'ai l'impression d'assister à la fin du monde. Et à bien des égards, c'est le cas. Il s'agit d'un conflit qui, du point de vue des Kidam, a des proportions quasi mythologiques. En effet, regarde, il y a tous les grands noms, les grands héros de l'époque qui s'affrontent tous les uns les autres au même endroit. La guerre de Marineford, c'est un petit peu l'équivalent de la guerre de Troie dans la mythologie grecque, sauf que là, c'est version manga, quoi. La guerre de Troie, dans sa version la plus connue, raconte la guerre entre les Troyens et les Achéens, les Grecs en gros. Paris, prince troyen, enlève Hélène, reine de Sparte par amour, et Agamemnon, son époux, n'est pas Joas. Il rassemble donc toutes les armées grecques ainsi que bon nombre de héros, Achille, Ulysse, Ajax, et tout ce bon monde organise le siège de la cité fortifiée de Troie, défendue par son héros, Hector. Bon, Ace a pas été enlevé par amour, mais on reste dans le même délire. De plus, la guerre de Troie est une guerre qui marque la fin d'une époque et qui verra périr bon nombre de héros. Une guerre qui sera aussi animée par des tragédies, des liens affectifs, des actes de bravoure épiques. Et au vu des inspirations mythologiques d'Impel Down et d'Amazon Lily, c'est pas déconnant d'imaginer qu'Oda s'est inspiré de l'Iliade pour Marineford. Alors que la bataille bat son plein, soudain Little Oz Jr., un géant antique, descendant du Oz zombie de Thriller Bark, débarque sur le champ de bataille. Alors je sais pas où il était planqué parce qu'il a pas l'air de pouvoir monter sur un bateau, mais bon. L'occasion pour Oda de nous raconter une histoire touchante sur la relation entre Oz et Ace. Les deux sont très amis et Ace, en revenant de Wano, clin d'œil, a tissé un grand chapeau à Oz pour qu'il puisse s'abriter du soleil. Chapeau devenu un véritable trésor pour Oz. Il est donc absolument prêt à tout pour sauver la vie de son frère, même au détriment de la sienne. Les plus mesquins d'entre vous diront sans doute « Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce géant ?» Bon, en vrai, personne dit ça, mais bon. Ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce que Oda choisit de nous raconter ça maintenant ? Bah parce qu'en fait, Ace, on le connaît pas vraiment, et on connaît encore moins l'équipage de Barbe Blanche. Depuis le début de cette guerre, on suit une bande d'inconnus. Nous conter l'histoire d'Ace et d'Oz, c'est nous montrer à quel point Ace compte pour les gens de l'équipage de Barbe Blanche, montrer leur loyauté envers lui et l'amour que leur porte Ace. Ainsi, lorsque ce brave Oz se fait descendre par les efforts combinés des grands corsaires, nous avons de l'empathie pour lui et pour tout l'équipage.
Maintenant, nous sommes aussi impliqués émotionnellement dans ce conflit. Il est intéressant de noter qu'alors que les camarades d'Ace sont prêts à se sacrifier pour le sauver, Sakazuki, lui, est prêt à buter lui-même les soldats qui désertent. Deux visions opposées du sacrifice au service d'un idéal. Et juste après la chute d'Oz, Doflamingo nous déclame le monologue le plus stylé de One Piece. Les pirates ce serait le mal, la marine la justice, les valeurs ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre. La justice vaincra-t-elle? Bien sûr que oui, parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. Waouh! Alors aujourd'hui, on sait parfaitement qui est Doflamingo, mais à l'époque, c'était un parfait random. On pensait même qu'il puait la merde. Et là, de nulle part, il nous sort ce banger. Bon bah maintenant, je veux en savoir plus sur ce mec. Oui. Bon, sinon, le monologue se suffit à lui-même, hein, pas besoin de le débriefer plus que ça. Ça challenge la vision manichéenne qu'on pourrait avoir de ce conflit. Qui sont réellement les bons, les méchants? Tout ça n'est pas vraiment une vérité objective. Ce qui compte, c'est l'issue du combat, c'est le vainqueur qui dictera sa vérité. Et en attendant que cette vérité soit dévoilée, on ne peut que se battre ou attendre. C'est ce que fait Garp, assis près de Ace, les larmes aux yeux. C'est là que Luffy et les prisonniers d'Impel Down entrent en scène. Partie 4, le rôle de Luffy. En plein milieu de la bataille, un navire de guerre de la marine s'écrase dans la baie depuis le ciel. Avec à son bord Monkey D. Luffy, Crocodile, Jinbei, Baggy, Ivankov et les centaines d'évadés d'Impel Down. Ils foutent tous un joyeux bordel en faisant grossir les rangs des pirates. On va sortir un instant du côté chronologique pour s'intéresser au rôle de Luffy de manière globale. Comme je l'ai déjà dit, pour la première fois dans One Piece, Luffy n'est pas le personnage central de l'histoire. Et ça fait parfaitement sens. La bataille de Marineford, c'est la bataille entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, entre l'ère actuelle, celle du gouvernement mondial, et une ère révolue, celle de Barbe Blanche. C'est un affrontement qui marque la fin d'une époque. Tout ça, Luffy est là pour symboliser le futur. Un futur qui se rapproche à grands pas. Une nouvelle ère qui commence et qui va prendre une ampleur jamais vue, qui finira par totalement emporter la précédente et ceux qui l'ont incarnée. Luffy discute d'égal à égal avec Barbe Blanche et lui dit « Bon, Ace t'aime bien, donc je t'aime bien aussi, mais t'emballe pas, le roi des pirates, ce sera moi. » Il est clairement pas impressionné par le plus grand pirate du monde, et c'est évident depuis longtemps qu'il n'est pas non plus impressionné par la marine. Il envoie chier les deux camps tout pareil. Parce qu'au fond, ce conflit ne le concerne pas vraiment. Attends avant de gueuler, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Luffy, en tant que pirate, n'en a strictement rien à carrer de cette guerre. Les enjeux réels non seulement le dépassent complètement au vu de sa stature actuelle, mais n'ont en plus aucun intérêt dans sa quête du One Piece. Si la marine gagne, bah il s'en fout, il ne le respecte pas et continuera à chercher le One Piece. Si c'est Barbe Blanche qui gagne, bah il s'en fout, il continuera à chercher le One Piece. Ce qui m'amène à mon point, Luffy n'est pas là en tant que pirate. Tu me crois pas? Ace hurle à Luffy de se barrer, qu'il n'a rien à faire ici, qu'il est là parce qu'il a suivi sa voie de pirate et qu'il est prêt à assumer cette voie jusqu'au bout. Ce à quoi Luffy lui hurle en retour « Je suis ton frère, je me moque de savoir comment un pirate doit se comporter. Tu pourras protester autant que tu veux, je te sauverai même si je dois en mourir. » Il est là avant tout en tant que frère. À l'instant T, tout ce qui compte c'est de sauver Ace, il s'en bat les couilles du One Piece. S'il était là en tant que pirate qui pratique la piraterie avec assiduité, il verrait cette bataille comme une véritable opportunité. En effet, Barbe Blanche contre la marine, peu importe l'issue de cette bataille, peu importe qui gagne ou qui perd, ça fera un concurrent, un obstacle en moins dans sa quête. Mais ça, il y a un autre pirate de la nouvelle génération qui va s'en rendre compte, mais ça, on en reparlera. C'est aussi l'occasion pour Luffy de prendre conscience de son niveau et des progrès qu'il a encore à faire pour se hisser au sommet. Il se fait totalement dominer par Mihawk dans une scène de légende. Le gars balance un coup de sabre qui découpe le tsunami gelé à 500 mètres derrière lui. Le gars ne sait clairement pas doser. Mihawk reconnaît cependant une force à Luffy, celle d'avoir la capacité de rassembler les gens autour de lui. C'est d'ailleurs en très grande partie grâce aux autres que Luffy parvient à aller aussi loin dans cette bataille. S'il parvient à passer Mihawk, c'est grâce à Vista. S'il parvient à passer les amiraux, c'est grâce à Marco et à Jose. Preuve supplémentaire qu'il n'est pas encore de taille pour un événement de cette ampleur. Partie 5, la trahison de Squardo. Alors
Alors que le conflit fait rage sur tous les fronts, la marine abat une de ses cartes maîtresses. Elle lève le mur d'enceinte blindé de la baie et envoie son bataillon de pacifistas mené par Sentomaru. Les pirates sont maintenant pris en étau entre les Marines et les machines de guerre conçues par Vegapunk. Et alors que la bataille commence à faire vaciller le camp pirate, Squardo, l'araignée des Maelstrom, transperce Barbe Blanche par surprise. Il dit qu'il a fait ça parce qu'il sait que Barbe Blanche a secrètement pactisé avec Sengoku et mis cette guerre en scène pour échanger la vie des 43 équipages alliés à Barbe Blanche contre la vie d'Ace. Ce qui est évidemment faux. Si Squardo a cru au mensonge de la marine, c'est parce qu'il voue une haine féroce à Gold Roger. Alors, quand il a appris l'origine de Ace, il a pété un câble, ce qui a rendu un mensonge aussi grossier crédible à ses yeux. Tu rajoutes à ça que les pacifistas concentrent leurs tirs sur tout le monde sauf sur l'équipage de Barbe Blanche, et ça aide pas à dissiper le doute. Le plan de Sengoku et de la marine est vieux comme Hérode, il s'agit de diviser pour mieux régner. La trahison de Squardo a un double effet qui se coule. D'abord, il y a le choc de voir Barbe Blanche, l'empereur, blessé gravement. Ensuite, avec les accusations de conspiration, ça entame la confiance et le moral des troupes. Et le moral en temps de guerre, c'est une arme comme les autres. Avec cette tactique, la marine a pris momentanément un avantage très important sur le terrain. Sengoku a attaqué Barbe Blanche directement au cœur, en utilisant sa plus grande force contre lui, son amour pour sa famille. Il a exacerbé un sentiment tristement banal au sein d'une famille, la jalousie entre frères et sœurs pour qui sera le chouchou des parents. Il a tenté de briser sa famille en la retournant contre lui. Mais la famille de Barbe Blanche n'était pas la seule cible de Sengoku. Juste après les déclarations de Squardo, il interrompt la retransmission de la bataille. Parce que ce qu'il voulait aussi, c'était abîmer la légende de Barbe Blanche. Il est aussi admiré que craint. Le montrer comme une pourriture qui sacrifie ses enfants pour son ambition personnelle est un excellent moyen de ternir son héritage. Cette guerre est aussi une guerre psychologique et une guerre de communication. Cependant, cette tentative échoue en partie. Barbe Blanche pardonne immédiatement Squardo en le prenant dans ses bras. Il lui dit que Ace n'est en rien spécial à ses yeux, il aime chacun de ses enfants de la même façon. Et pour prouver qu'il ne les a pas vendus, il utilise ses pouvoirs pour briser le mur de glace et leur offrir une porte de sortie. Si vous êtes vraiment des pirates, c'est à vous de décider en quoi vous voulez croire. Que tous ceux qui décident de me suivre soient prêts à sacrifier leur vie. En avant! Et c'est sur ces mots que les pirates sont à nouveau galvanisés, alors que leur père, l'homme le plus fort du monde, prend enfin part au combat. Partie 6, l'homme le plus fort du monde. Alors, je ne vais pas m'amuser à détailler toute la bataille de manière exhaustive. C'est bien évidemment un enchaînement de masterclass de la part de l'empereur et de son équipage qui se transcende dans son sillon. Le coup du navire caché, la bravoure de Little Oz, comment Barbe Blanche force les 3 amiraux à se focaliser sur lui, les moments où il envoie valdinguer des centaines de Marines en un seul coup de Gandao. Le gars est vieux, malade et sévèrement blessé, mais il reste l'homme le plus dangereux du monde. Je vais m'arrêter sur les passages que je trouve les plus intéressants. Le premier, c'est quand Barbe Blanche essuie une charge de vice-amiraux et qu'il encaisse plein d'attaques, avant de quand même les envoyer valser. À ce moment-là, ses commandants se mettent en ligne pour protéger son dos. Ils savent que c'est le baroud d'honneur de leur père et refusent de laisser un Marines faire sa pute en l'attaquant dans le dos. Ce faisant, ils forcent les Marines à se battre à la régulière et à faire face à la colère de l'empereur. Sengoku et la marine ne peuvent plus compter sur la ruse, le mensonge, la tromperie ou autre stratagème. C'est maintenant un combat de pure force et de détermination, enfin presque. Ensuite, ce sont les larmes de joie de Ace qui comprend enfin, en voyant ses compagnons se battre comme des diables pour le sauver, qu'il est sincèrement aimé. Pas parce que c'est le fils de Roger ou le commandant second de Barbe Blanche, mais pour qui il est. Lui qui s'est toujours demandé s'il avait bien fait de venir au monde, comprend pour la première fois que oui, et saisit enfin la valeur de la vie. Ace est arrivé au bout de sa véritable quête, trouver une famille, être aimé et comprendre la valeur de la vie. Et ça, c'était son One Piece à lui. Ensuite, nous avons le moment où Luffy déclenche son Haki des rois pour interrompre l'exécution d'Ace in extremis. Ce moment est l'un des plus importants de toute la bataille, à la fois pour le camp des pirates et pour celui de la marine. La marine voit en Luffy l'avènement d'un futur nouvel ennemi redoutable, et Barbe Blanche y voit un espoir pour le futur. Oui, il y aura quelqu'un qui viendra après lui. Tout ne s'arrêtera pas avec sa fin à lui. La marine donne alors l'ordre de tout faire pour éliminer Luffy, quand Barbe Blanche ordonne de tout faire pour le garder en vie. Parce que le futur va dépendre de la survie ou non de Luffy. Quelle que soit l'issue de cette bataille, c'est le futur de Luffy qui décidera du vainqueur de la guerre. Barbe Blanche montre qu'il est prêt à parier sur l'avenir en laissant le soin à Luffy d'aller libérer Ace de ses chaînes. Partie 7, Garp versus Luffy.
Jusqu'ici, je n'ai que très peu évoqué le personnage de Garp, pourtant il est lui aussi assez intéressant et important dans cet arc. C'est le grand-père d'Ace et de Luffy, il les a vus en partie grandir et a toujours voulu qu'ils rejoignent la marine. Il constate impuissants qu'ils sont en passe de devenir des pirates très puissants, ses ennemis jurés. Et alors qu'Ace va être condamné à mort, il se retrouve tiraillé entre son devoir de marine et son amour de grand-père. Il est habité par le regret, celui de ne pas avoir réussi à éloigner ses petits-fils de la voie de la piraterie. Malgré tout, ils se ressemblent tous les trois, aussi têtus et déterminés à suivre leur voie et leurs principes. S'ils défendent tous les trois un idéal de justice, la justice de Garp repose sur l'ordre et le respect de la hiérarchie, tandis que celle d'Ace et de Luffy repose sur la liberté quasi absolue. L'enjeu, en ce qui concerne Garp, c'est que son idéal de justice, son idéal de bien donc, rentre en conflit avec sa vision de l'ordre. Il sait qu'Ace n'est pas un monstre, il sait qu'il ne mérite pas sa condamnation à mort, mais il doit suivre sa hiérarchie, suivre l'ordre du système, parce qu'il doit respecter la voie qu'il a choisie, et aussi en quelque sorte, respecter la voie qu'Ace a choisie. T'as voulu être un pirate, tu dois assumer jusqu'au bout, principe qu'il applique à lui-même tout au long de l'arc, ou presque. Et il y a deux passages marquants à ce propos. Le premier, c'est lorsqu'il fait barrage à Luffy devant l'échafaud où se trouve Ace, où il dit tout ça explicitement. « J'avais déclaré la guerre aux pirates bien avant que tu ne viennes au monde. Si tu veux passer, il va falloir me tuer. Luffy au chapeau de paille. Ceci est le chemin que vous avez choisi d'emprunter. » Luffy lui dit qu'il ne veut pas l'affronter, ce à quoi il rétorque « Si tu n'en es pas capable, alors Ace mourra ». Pour être un digne représentant de la marine, Garp doit être suffisamment déterminé pour aller jusqu'au bout de ses convictions, affronter ses petits-fils, tout comme pour devenir le roi des pirates, Luffy doit être prêt à aller jusqu'au bout et à affronter son grand-père. Au dernier moment, Garp retient son bras et s'incline face à Luffy. Il a clairement fait exprès de perdre. L'opposition entre son sens du devoir et ses sentiments atteint son premier point de rupture. Il n'a pas pu se résoudre à vaincre Luffy. Pourtant, on le sait aujourd'hui, il aurait one-shot Luffy sans problème. Le second point de rupture aura bien évidemment lieu au moment où Akainu portera un coup fatal à Ace, où il devra être maintenu à terre par Sengoku en personne pour l'empêcher de tuer Akainu de ses mains. Et aujourd'hui on le sait, il aurait clairement pu le faire. Sans Sengoku, Garp aurait franchi le point de non-retour, parce que faire une fleur à un pirate de temps en temps, ça va encore, mais combattre un de ses supérieurs directement, c'est carrément de la trahison. Alors certes, il n'a pas trahi la marine, mais est-ce qu'au fond, il ne s'est pas un peu trahi lui-même ? Partie 8, la mort de Portgas dit Ace. Luffy parvient enfin à libérer Ace de ses chaînes. Les deux frères s'évadent côte à côte, balayant les Marines. Ils semblent inarrêtables. La mission de sauvetage touche au but. Les pirates de Barbe Blanche et leurs alliés n'ont plus qu'à battre en retraite et quitter la baie de Marineford. Je ne suis qu'un vieux débris qui appartient à une époque révolue. Je n'ai pas ma place dans la nouvelle ère. À ce moment, Barbe Blanche a vaincu la marine sur tous les plans. Ace est libéré et avec Luffy, ils annoncent une ère nouvelle pour la piraterie, ce que voulait à tout prix empêcher la marine. Il ordonne donc à ses fils et leurs alliés de retourner dans le nouveau monde sans lui. Son rôle était de transmettre sa soif de liberté à la prochaine génération. Maintenant que c'est fait, il peut mourir dans un dernier duel avec la marine. Des adieux déchirants et dignes, que même Ace accepte, avec respect, humilité et la reconnaissance envers son père qui a déployé tous ses efforts pour lui sauver la vie. Hélas, il a fallu qu'il foute tout en l'air 2 pages plus loin, pour une raison puérile on va dire. Alors qu'ils sont sur le point de réussir leur fuite, Akainu provoque Ace en insultant Barbe Blanche de perdant, qui n'a jamais vraiment rien accompli et que son délire avec ces hommes qu'il appelle père, c'est ridicule. Ace, ne supportant pas l'affront fait à son père, attaque Akainu, mais comprend vite qu'il ne fait pas le poids. Akainu lui dit clairement que le reste des pirates peuvent bien fuir et considérer cette bataille comme une victoire s'ils le veulent. Ce qu'il veut, lui, c'est tuer Luffy et Ace pour avorter cette nouvelle ère et réduire à néant l'héritage de Roger, Barbe Blanche et Dragon. Il s'en prend donc à Luffy, totalement impuissant car épuisé par des heures de combat. Et bim, Ace fait rempart de son corps et se fait blesser mortellement. Tout ça parce qu'Akainu lui a sorti un bon vieux « ta mère la pute et ton père le clochard ». Ah, ça se joue à pas grand chose des fois. Mais symboliquement, c'est intéressant. Ace a refusé jusqu'à la fin de renier ses principes, tout comme Barbe Blanche. Même si ça va me mettre dans la merde, je ne vais pas laisser passer une insulte au daron. Dans un sens, c'est noble. Bon, il fout complètement en l'air tous les efforts qu'a fait son père pour le faire libérer, et tous les morts qu'il y a eu pour le faire libérer. Mais, dans un sens, c'est noble. Il fait des adieux déchirants, remerciant tout le monde d'être venu le sauver, que grâce à ça, il a compris la valeur de la vie, sa place dans le monde et tout ce qu'on a vu plus tôt dans cette vidéo. Et conclut de la plus belle des manières. Merci de m'avoir aimé. Et meurt dans les bras de son frère Luffy. C'est sans aucun doute l'une des scènes les plus cultes de tout One Piece.
Il meurt un sourire aux lèvres, comblé, parce qu'il a trouvé un sens à sa vie et a suivi ses principes jusqu'au bout. Il est arrivé au bout de sa quête. Son One Piece à lui, c'était ça. Il meurt ici aussi parce que la nouvelle ère qui approche n'a plus rien à lui offrir, contrairement à Luffy. C'est bien évidemment un traumatisme pour Luffy. Pour quasiment la seconde fois consécutive, il se retrouve impuissant à sauver quelqu'un qui compte pour lui. Il a échoué à Sabaody, ce qui a conduit à l'éparpillement des membres de son équipage. Et il échoue ici à ramener son frère en vie, alors même qu'il a absolument tout donné jusqu'au dernier moment, et ça n'a pas suffi. L'ère qui s'achève n'est pas la sienne, il ne pouvait donc pas gagner ici. La perte d'Ace et le constat de son manque de puissance seront les fondements de sa renaissance dans l'ère qui arrive, et qui sera sans conteste la sienne. Autre élément très intéressant à noter, c'est la réaction de Luffy à la mort de Ace. Généralement, dans les shonen du genre, la mort violente d'un proche suscite une rage incontrôlable chez le héros, lui permettant de se transcender et de terrasser l'ennemi. Là, c'est tout le contraire. Luffy semble brisé, totalement amorphe, impuissant. J'ai souvent vu cette case moquée sur internet. C'est vrai que sans le contexte, elle peut peut-être prêter à sourire, mais avec, on comprend qu'Oda a sans doute voulu retranscrire en une seule expression tout ce qui traverse Luffy à cet instant. Le deuil, les regrets, la tristesse, la panique, l'envie de hurler, de pleurer, peut-être même de fuir, voire de mourir. Tout ça en même temps. Il ne sait pas comment réagir. Jamais dans son esprit, il n'a envisagé l'échec. Et pourtant, il est là, devant lui. Donc, il se fige. Non, c'est balèze. Partie 9, la fin d'une légende. Barbe Blanche assiste impuissant aux derniers instants d'Ace. Il laisse désormais libre cours à sa puissance destructrice en attaquant Akainu et en détruisant quasi totalement le QG de la marine, sans pour autant parvenir à venger son fils. Il sépare l'île en deux, isolant la marine de ses hommes et s'apprête à donner un ultime assaut quand soudain, Barbe Noire et son nouvel équipage débarquent. Il arrive à point nommé pour servir ses objectifs propres, mais aussi pour l'histoire. Alors que la nouvelle ère est en jeu, incarnée par Luffy, une autre nouvelle ère possible apparaît. Une ère sombre et terrible portée par Barbe Noire, le seul fils qu'a renié Barbe Blanche, le seul pirate qui a manipulé la marine à sa guise pour devenir un grand corsaire. Normalement, c'est l'inverse. La marine garde les corsaires sous sa coupe en exploitant leur intérêt de pirate. Teach a fait le contraire, il a exploité les intérêts de la marine à ses fins à lui. Barbe Noire et son nouvel équipage débarquent. Il arrive à point nommé pour servir ses objectifs propres, mais aussi pour l'histoire. Et ils agissent en conséquence. Ils sont donc prévisibles dans une certaine mesure. Teach n'a semble-t-il aucun principe. Il est donc imprévisible et donc beaucoup plus dangereux. Symboliquement, Luffy est soutenu par les meilleurs pirates de l'ère précédente. Teach a été à Impel Down pour recruter le pire de l'ère précédente. Barbe Blanche échouera à vaincre Teach ici, parce que le sort de Teach appartient à la nouvelle ère et il n'a plus son rôle à jouer sur ce qu'il va arriver. Teach se chargera d'achever Barbe Blanche avec son équipage, dans une page d'une rare violence. Par ce fait, il coiffera au poteau la marine et enverra un signal fort aux deux pôles de l'ère précédente. L'avenir ne vous appartient plus. Mais revenons à Barbe Blanche. Il va encaisser le lynchage de l'équipage de Teach sans broncher. Il sait qu'il ne pourra pas gagner, ni contre Teach, ni contre la marine. Mais il reste encore un combat, un enjeu à remporter dans cette guerre. Avant de rendre son dernier souffle, il se lance dans un monologue aux allures de prophétie. Que quelqu'un mette un jour la main sur ce trésor, le monde en sera complètement bouleversé. Quelqu'un le trouvera, c'est une certitude. Qu'on le veuille ou non, ce jour arrivera. Le One Piece! Le One Piece existe! Si la mort d'Ace a réduit à néant tous les efforts déployés par Barbe Blanche pour le sauver, cette tirade de Barbe Blanche a réduit à néant tous les efforts déployés par la marine au cours de cette bataille. Comme on l'a vu, le but caché de cette guerre, c'était de mettre un coup d'arrêt à la piraterie, d'empêcher la nouvelle ère d'arriver et de réduire à néant l'héritage de l'ère de Roger et Newgate. Là, le gars meurt debout après un combat légendairement épique, et balance que le One Piece est réel et qu'il faut le trouver. Il devient encore plus légendaire qu'il ne l'était déjà, et va clairement motiver une nouvelle génération à se lancer à la suite de Roger. La marine a remporté la victoire militairement parlant, mais elle a très clairement perdu la bataille spirituelle, sans doute la plus importante. La nouvelle génération, la nouvelle ère arrive et elle va faire mal. On peut parler de match nul.
Bon, faut revenir sur le fait que le gars meurt debout. Une fois de plus, le symbole est fort. Il a reçu 267 coups d'épée, 152 balles et 46 boulets de canon. Il a la moitié du crâne arraché. Et pourtant, son dos est resté immaculé et il est mort debout. Ça veut dire qu'il n'a jamais tourné le dos à ses principes, à ses convictions, aussi bien dans le combat que dans sa mort. T'es obligé de le respecter. Adieu, vieille branche. Ouais. Partie 10, Shanks le Roux. La bataille de Marineford ne s'achève pas avec la mort de Barbe Blanche. En effet, les combats entre pirates tentant de s'enfuir et les Marines continuent. Akainu poursuit sans relâche Luffy et Jinbei jusque dans les lignes pirates, tandis que Barbe Noire effectue un rituel mystérieux avec la dépouille de l'empereur. L'amiral et Teach poursuivent quasi le même objectif, voler ou détruire l'héritage de Barbe Blanche. Pour Teach, cet héritage, c'est son fruit du démon, et pour Akainu, c'est la survie de Monkey D. Luffy. Des deux, seul Teach atteint son objectif. Ivre de son nouveau pouvoir, il s'apprête à se déchaîner. Parallèlement, Akainu se déchaîne lui aussi, galvanisé par une haine viscérale pour les pirates. Les deux s'apprêtent à se lancer dans une vague de destruction et de mort absurde. Au milieu de tout ça, Koby n'en peut plus de l'absurdité du carnage. À quoi bon continuer les combats alors que la guerre est, militairement du moins, gagnée? Pourquoi gâcher ainsi la vie de nombreux Marines? Quand il s'interpose face à Akainu et hurle à tout le monde d'arrêter cette guerre, non seulement il fait preuve d'un grand courage, mais lui aussi incarne une nouvelle ère possible, mais cette fois une nouvelle ère pour la marine. Une marine réellement animée plus par la quête de justice que par la quête d'ordre. Une ère sur laquelle Paris garpe. Un Marines prêt à se dresser, pas contre l'ordre, mais pour faire en sorte que le système qu'il représente soit aligné avec ses convictions. Il est l'opposé d'Akainu, qui voit dans l'intervention de Koby rien d'autre que de la mutinerie et va pour le tuer. C'est là qu'entre en scène Shanks le Roux. Je me souviens très clairement de l'époque à laquelle ce chapitre est sorti. C'était une véritable dinguerie. Et pourtant, à l'époque, je n'étais pas un lecteur assidu de One Piece. Je lisais ça de loin, je suivais ça comme ça en dilettante. Mais quand ce chapitre est sorti, ça a fait un choc à tout le monde, moi y compris. Et j'étais pas aussi assidu que maintenant. Donc imagine le choc. Le Boogie bloque au calme une attaque d'Akainu. Juste après, Kizaru veut l'attaquer, mais il stoppe net quand il se rend compte qu'il est mis en joue par Ben Beckman. Le gars est en lumière et il a peur d'un mec avec un fusil. Mets-toi ça dans le crâne. Shanks ramasse le chapeau de paille de Luffy et dit « Je suis venu mettre fin à cette guerre ». Mihawk décide de se barrer dès qu'il voit le roux. Le moment où il rend le chapeau à Luffy est incroyable. Puis le fameux « Mais s'il y en a qui n'ont pas eu leur dose d'action, qu'ils viennent, on les attend de pied ferme ». Et tout le monde se chie dessus, aussi bien Sengoku que Barbe Noire. L'aura farming est à son maximum. Tout le monde semble le craindre. Mais ce qui est génial avec ça, c'est que nous, en tant que lecteurs, on ne sait pas pourquoi il est craint à ce point. Ce mystère est grisant. On est hypé sur un mec, on sait même pas pourquoi on est hypé. C'est fou. Bon, par contre, on va sortir de la hype du moment pendant 2 minutes. J'ai du mal à cerner pourquoi Oda décide de faire intervenir Shanks maintenant. Alors, je comprends le délire de teasing. Regardez, Shanks est toujours là quelque part et il aura un gros rôle à jouer. Regardez, Luffy se rapproche de Shanks, mais il est quand même encore loin. Je comprends aussi que Shanks veut arrêter l'escalade inutile dans cette guerre, avant que ce ne soit irrécupérable, qu'ils veulent calmer la marine et les ardeurs de Teach. Ok, mais il y a 2 choses qui m'échappent. Là, Shanks est arrivé visiblement en retard pour empêcher la guerre, mais admettons qu'il soit arrivé plus tôt. Il aurait fait quoi? Il n'aurait jamais pu convaincre Barbe Blanche de ne pas aller sauver Ace, et il n'aurait jamais pu convaincre la marine de libérer Ace non plus. Donc au moment où il a mis le cap vers Marineford, c'était quoi son intention? Ensuite, je ne comprends pas ce que la présence de Shanks représente dans l'histoire. Le camp de Barbe Blanche et celui de la marine représentent les 2 camps ennemis de l'ère qui s'achève. Luffy, Koby et Teach représentent la nouvelle ère qui approche. Dans tout ça, où se situe Shanks? Peut-être qu'il représente un pont entre les 2 ères, les 2 générations. Il a été membre de l'équipage de Roger, donc techniquement, il fait partie de l'ancienne ère. Il est aussi un des empereurs du Nouveau Monde, donc il fait aussi un peu partie de la nouvelle ère. Pour le coup, Oda nous en donne trop peu pour que j'arrive à cerner ses intentions, ou en tout cas à spéculer dessus. Quoi qu'il en soit, le passage est incroyablement classe, et c'est sur cette démonstration de badassité intercontinentale, ce qui ne veut rien dire, que la guerre au sommet s'achève. Conclusion. Alors, est-ce que la guerre au sommet de Marineford est le plus grand arc du manga?
Au moment où nous en sommes dans notre rétrospective, en termes d'enjeux et d'ampleur, ça ne fait aucun doute. Pour ce qui concerne le manga au global, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais il a clairement sa place dans le top. C'est dense, c'est riche, c'est intense, à tous les niveaux. C'est une épopée qui ne fait que gagner en puissance du début à la fin. Ça synthétise et exploite des enjeux nouveaux pour le manga à l'époque, et emmène le manga et son univers à un tout autre niveau. C'est un arc qui laisse un impact vraiment unique en tant que lecteur, il a clairement un parfum d'arc final, et d'une certaine façon, c'en est un, vu qu'il clôture une ère historique dans le lore, et qu'il clôture presque la première époque du manga. Mais on a aussi l'impression qu'on vient de commencer le manga seulement maintenant. C'est comme si les 59 tomes qui conduisaient à la conclusion de cet arc n'avaient été qu'un long prologue, et que le véritable manga ne commençait qu'après ça. Genre, oui, alors jusqu'ici on suivait gentiment les aventures de Luffy, mais en vrai le vrai monde et la vraie histoire c'est ça. Pendant ces 59 premiers tomes, Luffy faisait ses classes. À partir de maintenant, sa vraie aventure commence. À partir de maintenant, il va devenir un vrai pirate. Son ère va commencer et j'ai hâte de suivre tout ça. Merci à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je rappelle leur offre de rentrée, moins de 3 € par portion pour votre première commande, ainsi qu'un petit cadeau à chacune des commandes passées. Et ça, c'est beau. Ça se passe avec le QR code, le lien en description et le petit code promo. Que la passion vous guide. Oui.